Soirée projection. En 2002, la mort d'un étudiant juif va permettre un don d'organes. Notre histoire, c'est un garçon qui a été tué juste parce qu'il était juif. Une des plus grandes mitzvahs qu'on pouvait accomplir dans ce genre de situation serait le don d'organes. Quand j'ai su que le rein provenait d'un juif, cela ne m'a pas posé de problème. Véritable ode à la tolérance face à des peuples qui se déchirent, ce document est plus que jamais d'actualité. Au-delà de la haine, ce soir à 23h35 sur Planète. Cet appareil, qui vole à basse altitude au-dessus de la campagne australienne, c'est le Chang'ai-Lil. Il préfigure le célèbre Douglas Dakota. En 1988, le Chang'ai-Lil a été complètement restauré par Australian Airlines, retrouvant ainsi l'aspect qu'il avait en 1946, lors de son premier vol pour cette compagnie. Le Chang'ai-Lil avait d'abord volé sous un autre emblème. Beaucoup de compagnies aériennes d'après-guerre, un peu partout dans le monde, ont fonctionné presque exclusivement avec ces appareils. Dans DC-3, le D et le C veulent dire Douglas et Commercial. La plupart de ces avions, comme le Chang'ai-Lil, construit en 1942, étaient d'anciens C-47 militaires convertis en avions civils. Le C de C-47 veut dire cargo. Cet excellent bimoteur a été construit à près de 11 000 exemplaires. L'essentiel de la production est allé aux militaires. Au moment de leur construction, l'Amérique était en guerre. En version transport de passagers, le Dakota a été construit à quelques exemplaires. Mais quand les États-Unis sont entrés en guerre, ces appareils ont été jugés bien trop indispensables à l'effort de guerre pour rester des avions de ligne. Même ceux-là, l'armée les a réquisitionnés.
Les sièges luxueux furent retirés et leur aspect d'avion de ligne disparut sous une couche de peinture vert olive. Le développement de l'avion démarre en 1932 quand TWA remet à Douglas son cahier des charges. TWA voulait un avion de ligne qui soit supérieur au Boeing 247. TWA était prêt à acheter les Boeing, mais leur production était réservée exclusivement à United Airlines, le rival de TWA. United appartenait partiellement à Boeing. Douglas accepte le challenge de TWA et met une équipe au travail. Il commence par étudier le 247 et faire la liste de ce qui pouvait être amélioré. Il savait que Pratt & Whitney, mais aussi Wright Aeronautical, travaillaient sur des nouveaux moteurs plus puissants. Ils étaient certains qu'un de ces moteurs finirait par être disponible. Ils établissent alors les plans d'un bimoteur, alors que la commande de TWA portait sur un trimoteur. Mis à part les moteurs qui sont nouveaux, les plans sont établis à partir de développements déjà existants. Exemple, une étude de profil d'aile Northrop, un train d'atterrissage rétractable et des volets pour étendre la surface de l'aile à l'atterrissage. Le résultat est un avion, le DC-1, qui ressemble bien à un Dakota. En agissant ainsi, ils sont allés bien au-delà des spécifications nécessaires pour contrer Boeing. Le 247 Boeing était un bon appareil, mais le Douglas était plus rapide, plus silencieux, plus économique, plus fort, plus robuste, et il pouvait transporter plus de passagers. Un seul DC-1 sera construit et il s'écrasera. Un autre appareil, un peu plus long, le DC-2, est alors mis en production. Aussitôt après son premier vol pour le compte de TWA le 15 mai 1934, les compagnies aériennes américaines et européennes commencent à se renseigner et à passer commande. La sophistication et le confort de l'appareil étaient révolutionnaires. La projection de films en plein vol était une grande première. L'armée américaine remarque rapidement ce Dakota et prend livraison de son premier exemplaire en 1935. Très impressionnés, les militaires en commandent aussitôt deux de plus. Ces trois appareils, destinés à servir de prototypes d'expérimentation et d'essai, sont très vite déclarés aptes au service. L'US Air Force en commande 18 autres, des C-47, équipés de grandes doubles portes pour le chargement. Ces appareils serviront d'avions de transport et de centres de télécommunications volants. Le nouveau dessin de l'aile et divers éléments ont également servi de base à Douglas pour développer le bombardier B-18. C'était un avion profondément différent,
mais il profitait en termes de puissance et d'économie de la conception du DC. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le B-18 eut un rôle limité. Il servit surtout de patrouilleur côtier. La version commerciale occupait une position de plus en plus forte. Bientôt, un nouveau développement arriva. Une version encore allongée, avec une cellule plus large, plus d'espace à l'intérieur et des couchettes. C'était le Douglas Sleeper Transport, en abrégé le DST. Luxueusement équipé comme un paquebot volant, le DST prend l'air pour la première fois le 17 décembre 1935. Mais l'espace supplémentaire à bord du nouvel appareil n'était pas obligatoirement occupé par des couchettes. Dans une autre configuration, l'appareil était un avion de ligne standard, sans hublot pour les couchettes supérieures. Le premier de ces avions est livré à American Airlines en août 1936. C'était le premier DC-3. Avec la guerre, la production des avions civils s'arrête et la production en masse de C-47 issus du DC-3 commence. L'avion entre en service dans tous les théâtres d'opération, dans toutes les conditions et dans des rôles très différents. Leur utilisation en Nouvelle-Guinée est un bon exemple de leur importance. Au sol, les Alliés et leurs ennemis japonais s'affrontaient dans un environnement où tout déplacement était difficile. La boue de la jungle était un véritable piège. Seule la voie des airs permettait de surmonter ces affreuses conditions. Et le C-47, utilisé comme largueur de bombe, devint un atout majeur dans les mains des Alliés. Ces parachutages, appuyés par un support logistique efficace, permettaient de répondre à tous les besoins de la ligne de front, c'est-à-dire en munitions, tout aussi bien qu'en rations d'alimentation. Les approvisionnements étaient soigneusement emballés pour résister au largage. L'emballage, une activité a priori secondaire, devint essentielle et vitale. Quand les commandes arrivaient, elles étaient très vite rassemblées pour être transportées par les C-47 en attente. Pendant qu'on procédait au chargement des C-47, les pilotes, eux, étaient briefés sur les terrains de largage possibles. La plupart du temps, une petite clairière taillée dans la jungle et balisée avec les parachutes des précédents largages.
Les C-47 effectuaient leur mission escortés par des chasseurs. I'm the guy in that T-38, upstairs, looking out for trouble. Dans le conflit du Pacifique, la situation a fini par se retourner contre les Japonais. C'est le mariage du C-47 et du parachute qui a permis la victoire des Alliés dans la jungle. Les troupes au sol avaient d'autres raisons d'apprécier les C-47. Beaucoup de soldats blessés allaient lui devoir leur vie. Des unités médicales utilisaient des C-47 pour évacuer les blessés des zones de combat vers les hôpitaux. Des infirmières les soignaient en vol. Le dévouement, la bravoure et le travail harassant de ces jeunes infirmières ne sont pas près d'être oubliés.
La simple existence de ces ambulances de l'air aidait à soutenir le moral des combattants. Le Dakota était utilisé des deux côtés du Pacifique. Juste avant la guerre, les Japonais s'étaient lancés dans la construction de cet avion de ligne. Ils ont continué de le construire, mais équipé de tourelles de mitrailleuses jusqu'à la fin du conflit. Plus de 2000 Dakota ont sans doute été construits en Russie. 700 autres avaient été fournis en prélocation. Les soviétiques s'en sont beaucoup servis comme avions cargo ou comme transport de troupes. Sur ces images, un Dakota transporte une unité de parachutistes soviétiques équipée pour une action hivernale. Ici, il s'agit d'une opération dans la jungle du Pacifique. L'objectif est le même, gagner la guerre. Les Allemands avaient mis en place des troupes d'élite de parachutistes. Elles ont montré leur valeur contre les Alliés en Crète. Le commandement allié a décidé de former de telles unités. Ces hommes étaient choisis sur le tas, spécialement armés et durement entraînés. Au cœur de leur entraînement, il y avait bien sûr le saut hors de l'avion. Plus facile à dire qu'à faire. Ils devaient faire confiance à leur parachute et sauter dans le vide encombrés par leur équipement tout en sachant qu'ils étaient attendus au sol par l'ennemi. L'entraînement au saut et à l'atterrissage était intensif et complet. L'avion d'où ils sautaient était la plupart du temps des C-47 qui furent une fois de plus à la hauteur de leur tâche. Autre moyen pour emmener les hommes au combat, le planeur. Tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, les C-47 ont servi à remorquer les planeurs alliés. Ils avaient des cellules fragiles et leur utilisation présentait beaucoup de risques.
Le solide fuselage du C-47 a été étudié pour être utilisé comme cellule de planeur, mais le bon sens a prévalu. Un Dakota était bien trop précieux pour n'être utilisé qu'une seule fois. Cette idée fut abandonnée. Le transport aérien tactique concerne les hommes, mais également le matériel. Le C-47 pouvait aussi transporter des munitions, des blindés ou des jeeps. Tout au long de la guerre, de gigantesques quantités d'équipements ont trouvé place à bord de son énorme fuselage. Le Dakota a prouvé sa valeur des milliers de fois. C'était une carte maîtresse des Alliés. Son plus grand succès a été son rôle dans l'opération Overlord, le jour J, le jour le plus long, le débarquement en Normandie. L'invasion d'une Europe occupée par l'Allemagne a entraîné le plus grand déplacement d'hommes et d'équipements jamais entrepris sur l'eau. Une partie du mouvement s'est fait par la voie des airs. Les C-47, très efficaces, ont joué un rôle fondamental. Pour leur éviter de se trouver par erreur sous le feu des batteries de DCA alliées, des bandes blanches avaient été spécialement peintes sur les avions. Les C-47 ont rempli 3 missions, le remorquage des planeurs, le largage des parachutistes et l'acheminement du matériel. Plus d'1 millier de C-47 sont entrés en action le jour J et les semaines qui ont suivi. Après le jour J, on a évalué le coût d'utilisation des planeurs. Il s'est avéré beaucoup plus élevé que prévu. On savait qu'on perdrait des planeurs avec leurs hommes et leurs équipements, mais le niveau des pertes était stupéfiant. Théoriquement, les planeurs étaient réutilisables. Ils devaient être récupérés et rééquipés pour servir plusieurs fois. Mais en fait, ils étaient difficilement réutilisables. Beaucoup d'entre eux étaient absolument irrécupérables.
Le tribut le plus lourd a été payé par les pilotes. Assis à l'avant du planeur, ils risquaient des blessures très graves. Ces pilotes étaient entraînés pratiquement au même niveau que leurs collègues sur avion. En plus, ils devaient être capables, après l'atterrissage, d'opérer comme des fantassins de combat. Ils représentaient un investissement coûteux et difficile à remplacer. Les planeurs devaient aussi permettre de déployer une force de combat au sol réelle et prête pour la bataille. À la place de cela, il y a eu beaucoup d'accidents graves et inacceptables. Une bonne partie des hommes qui arrivaient sains et saufs étaient hébétés, sonnés, sous le choc de la violence de l'atterrissage. En plus, ils devaient faire face à un manque de matériel, car souvent, les planeurs transportant l'équipement s'écrasaient ou atterrissaient ailleurs. Si les Allemands avaient été en position de force, les résultats auraient pu être catastrophiques. On se servait des planeurs parce qu'ils existaient. On n'avait pas prévu autant de pertes. Mais l'entraînement des troupes qu'ils transportaient contribua tout de même au succès de l'opération. Après une expérience similaire à Arnhem, les planeurs furent abandonnés. D'autres moyens plus fiables seront imaginés dans le futur. Comme le DC-3, le DC-4 est resté en service de nombreuses années, mais il a été oublié. C'est son petit cousin qui tenait la vedette. Le Skymaster, avec sa taille et ses 4 moteurs, était capable de traverser l'Atlantique, et sa carrière a été une belle réussite. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Dakota auraient pu avoir une vie plus tranquille, mais très vite on les retrouve dans un autre conflit, la guerre de Corée. En Corée, les Dakota remplissent le même genre de mission que pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'autres versions plus spécialisées du C-47 étaient en préparation. Cet appareil est un Douglas Globemaster géant transportant plusieurs blindés. Son petit frère n'aurait jamais pu le faire. Les missions de transport de parachutistes étaient remplies par de nouveaux avions spécialement conçus et équipés. Exemple, le Fairchild Packet. Sa queue à double poutre permettait un largage par l'arrière. L'appareil était conçu pour parachuter aussi bien des hommes que du matériel. Le développement d'avions spécialisés s'est poursuivi. Les besoins de transport tactique par air n'ont jamais été aussi élevés que pendant la guerre du Vietnam. Mais en dépit de son âge, et bien que devenu théoriquement inutile, seul le C-130 Hercules a été capable de remplir autant de missions que le C-47 pendant le Vietnam. Le Hercules était bien sûr d'une génération d'avions complètement différente. Il était équipé de turbopropulseurs, mais sa capacité d'adaptation et d'endurance était comparable à celle du légendaire Dakota.
Le Fairchild Provider est un autre exemple d'avion spécialisé, une conception astucieuse pour les missions de transport d'assaut. L'avion était une sorte de planeur à moteur. En cas de besoin, il pouvait ne servir qu'une fois. Ses ailes étaient conçues pour se déchirer dès qu'elles heurtaient quelque chose, plutôt que d'éclater en vol et de provoquer le crash de l'appareil. Par chance, les Providers ont rarement eu à opérer des atterrissages d'urgence. Le développement d'avions de plus en plus spécialisés aurait pu signifier la fin du C-47. Au Vietnam, il aurait pu se retrouver hors du coup et dépassé. Au contraire, il semblait qu'on aurait toujours besoin des Dakota tant qu'ils seraient en état de voler. Le Dakota a même joué un rôle dans la guerre électronique. Ici, des spécialistes montent à bord d'un C-47 spécialement équipé. L'avion est probablement plus vieux que chacun de ses hommes. Le but de ces missions était d'établir les coordonnées des différentes positions de la radio ennemie. Volant bas et lentement, le C-47
était une excellente plateforme pour localiser avec précision les cibles ennemies. L'information était ensuite transmise aux bombardiers américains. Résultat, l'épaisse jungle du sud-est asiatique n'était plus une couverture suffisante. Les mouvements de troupes ennemies pouvaient être repérés. Ce genre d'opération était généralement considéré comme efficace. Au Vietnam, le vénérable C-47 a aussi été utilisé dans la guerre psychologique. C'est avec lui que les Américains ont essayé de gagner les cœurs et les esprits des villageois vietnamiens en permanence sous la pression du Viet Cong. Convaincre les membres du Viet Cong eux-mêmes de déserter était un objectif prioritaire. Dans certains cas, le crayon est plus puissant que l'épée. Des millions de tracts ont été imprimés et largués au-dessus de la jungle. Pour ce genre de travail, l'Endurance C-47 était probablement mieux adapté que n'importe quel avion moderne. Évaluer les résultats de la guerre psychologique est difficile, mais probablement que cette pratique a été jugée efficace, car elle a continué pendant plusieurs années. Maintenir les C-47 en état de vol était essentiel. Un crash ou un atterrissage forcé dans une zone ennemie au Vietnam aurait eu d'horribles conséquences. Ici, sur ces images, le C-47 est équipé de canons Gatling à forte cadence de tir. Leur puissance de feu est phénoménale. Plateforme de tir, c'est la configuration la plus offensive qu'ait jamais eue le Dakota. Les missions étaient minutieusement préparées, l'équipage participait au choix des secteurs qui devaient être saturés par l'appui-feu. Les hommes prenaient des risques énormes. Ils volaient à très basse altitude et souvent en pleine nuit. C'était une des techniques les plus efficaces pour combattre les concentrations de troupes ennemies.
C'est de cette façon que nombre de villages et de garnisons américaines ont été défendus. Sur ces images, on procède au chargement de fusées éclairantes. L'horrible museau d'un des canons Gatling dépasse. Avant chaque frappe, des officiers américains entraient en liaison avec des responsables sud-vietnamiens pour les avertir du but de leur mission et pour comparer leurs derniers renseignements. Volant de nuit, l'équipage du Dakota n'était prévenu de l'objectif final qu'en cours de route. Les difficultés que ces hommes rencontraient et les risques qu'ils prenaient étaient tout de même considérés comme valables. Le Dakota, avec des canons Gatling, était une des solutions pour acheminer une forte puissance de feu sur une zone de combat en quelques heures. La puissance de feu de C-47 pouvait renverser une situation. Aujourd'hui, un demi-siècle après son premier vol, le DC-3, c'est-à-dire le Douglas Commercial modèle numéro 3, conçu dans l'unique but de permettre à TWA de contrer le Boeing de United, vole toujours. Cela pose une question toute simple. Un avion bien conçu peut-il jamais devenir obsolète? La réponse n'appartient qu'à ceux qui ont volé sur cet avion de légende. Retour en arrière, en 1951. Au jour où l'US Air Force remet sa plus haute décoration pour un civil non combattant, l'Exceptional Service Award, à Donald Douglas. Voici le texte de sa citation. Donald Douglas s'est distingué par sa contribution au développement de l'aviation militaire et civile pendant les 40 dernières années, rendant ainsi un service exceptionnel à l'US Air Force et à son pays. Premier exemple de son savoir-faire, le DC-3, indiscutablement le meilleur avion jamais construit.
suite, des fous volants vous embarquent au cœur de